Bonjour tout le monde, Mélanie Asselin, avocate. Aujourd'hui, on va faire une formation sur l'inaptitude. Qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Anya Toaseniche, qui est ma stagiaire en droit, qui est super stagiaire. Et c'est ça, ensemble, on va faire une formation sur l'inaptitude. Alors, n'hésitez pas là, à poser des questions si vous avez besoin d'en poser. Et voilà. Alors, on commence. Donc, aujourd'hui, en fait, la formation va porter sur, évidemment, l'inaptitude, la définition. Ensuite, va porter sur le mandat de protection. Le mandat de protection versus la procuration, c'est quoi la différence entre les deux? Les différents régimes de protection, donc le conseiller au majeur, la tutelle et la curatelle. Ensuite, on va parler de l'ouverture des régimes et les autres solutions possibles aussi à l'ouverture des régimes de protection qui sont quand même lourds de conséquences. On va terminer par une conclusion là, de ma part. Donc, on va y aller. Anya, je t'invite à faire la définition de l'inaptitude. Alors, tout d'abord, l'inaptitude est une incapacité légale de prendre soin de sa personne et ou de ses biens. L'inaptitude peut être partielle, totale, temporaire ou permanente. Et pour qu'une aptitude soit légalement reconnue, il faut d'abord qu'il y ait un jugement qui soit rendu à cet effet. Je laisse la parole à Mélanie. Le mandat de protection est le document que l'on peut rédiger, c'est ça, que l'on peut rédiger en fait quand on est apte, parce qu'il faut être capable de le faire, en prévision d'une incapacité qui pourrait survenir, par exemple, à la suite d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui diminue les facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. Il permet aussi de choisir là où les personnes de confiance qui vont s'occuper de notre personne et ou de nos biens si on devient incapable de le faire. Il permet de décider notamment de l'hébergement, des soins de vie et de l'administration des biens. C'est une excellente façon d'assurer le respect de ses volontés et d'éviter des tracas à nos proches lorsqu'on devient inapte. Le mandat de protection peut être très détaillé ou il peut être plus général. S'il est plus détaillé, il laisse moins de place aux imprévus. Par contre, ça pourrait empêcher le mandataire de poser certains gestes. Plus général, il laisse évidemment une plus grande liberté d'action au mandataire, mais à ce moment-là, il peut permettre certains abus. Donc, l'idéal, c'est un peu un équilibre entre les deux. Lorsque le mandat de protection est rédigé, il est essentiel de vérifier auprès de la personne qui est choisie pour être son mandataire qu'elle est d'accord pour le faire. Il est aussi bon de l'informer du choix du mandat s'il est à titre gratuit ou onéreux. Parce que la personne qui s'occupe de nous suite à un mandat d'inaptitude peut le faire gratuitement ou elle peut être payée, tout dépendant de ce qu'on choisit dans notre mandat. De laisser une copie de cet acte au mandataire, c'est une excellente idée. Il est aussi judicieux d'informer ses proches, évidemment, de l'existence du mandat de protection et du lieu où vous le conservez pour qu'il puisse être retrouvé facilement en cas de besoin. Pour que le mandat de protection soit exécutable, la personne doit être inapte, ça c'est un jugement qui va le dire, et le document doit être homologué par la Cour. Jusque-là, est-ce que ça va? La forme maintenant du mandat d'inaptitude. La forme, il y en a deux possibles au Québec. Il peut être notarié ou fait devant témoin. Le mandat rédigé par un notaire comporte en fait plusieurs avantages qui sont assez importants. Le mandat, qui est celui qui fait le mandat, profite des conseils d'un professionnel du droit et surtout, il s'assure de ne rien oublier et d'être bien protégé. Comme il est un acte notarié, c'est un acte authentique selon la loi et ça signifie en fait qu'il jouit d'une force probante plus importante que le mandat devant deux témoins. Autrement dit, lors de l'homologation devant la Cour, un mandat d'inaptitude qui est fait par un notaire va être plus facilement homologué par un juge qu'un testament devant deux témoins. En outre, on s'assure qu'il est facilement retrouvé par le notaire, le mandat notarié, puisqu'il est conservé dans les minutes du notaire. Les désavantages, par contre, de ce type de mandat sont le coût élevé et le temps de rédaction. Légalement, c'est la meilleure forme de mandat, malgré les avantages que je viens de vous nommer. Le mandat de protection devant deux témoins, il est simple, rapide et sans frais. Il est rédigé par la personne elle-même ou par une autre personne pour lui, puis il est signé devant deux personnes qui sont les deux témoins. Évidemment, les deux témoins ne doivent avoir aucun intérêt dans le mandat. Idéalement, on prend deux témoins aussi qui ne sont pas de la famille. Ça peut être des personnes proches de la famille, pas de la famille, mais des amis. Mais on essaye d'éviter les membres de la famille à cause des conflits d'intérêts potentiels. Ils doivent aussi connaître suffisamment le mandat pour reconnaître qu'il était apte à agir lors de l'homologation. Autrement dit, la personne qui va signer, les deux témoins qui vont signer doivent suffisamment vous connaître pour savoir que vous êtes capable
de signer votre mandat pour aller dire à la Cour lors de l'homologation du mandat que vous étiez capable de le faire à l'époque. Ça va jusque-là? Parfait, merci. Comme il est rédigé, le mandat devant un témoin, sans l'aide d'un professionnel du droit, ce type de mandat peut comporter malheureusement des oublis et des ambiguïtés. Il peut être perdu ou même détruit, sauf s'il est confié à un avocat. En effet, comme pour les testaments, les avocats sont habilités à recueillir vos mandats de protection pour les conserver jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Lorsque vous confiez votre mandat de protection à un avocat, vous vous assurez la tranquillité d'esprit puisque vous êtes certain qu'il ne pourra pas être perdu, détruit ou volé. Suite à ma formation, et c'est la seule publicité que je vais vous faire, je vous le promets, je vous offre en fait ce service de prendre vos mandats d'inaptitude, que vous me les confiez pour 80 $ taxes incluses. Et à ce moment-là, je ne vous donne aucun conseil juridique. Tout ce que je fais, c'est prendre le document final pour l'inscrire au registre du barreau. Cela vous donnera l'assurance qui va être retrouvée au besoin. Ça vous donnera la tranquillité d'esprit. Donc, si vous êtes intéressé, à ce moment-là, me contactez par courriel à la fin de la formation. Pour la rédaction maintenant de mandat de protection, on peut utiliser un formulaire qui se retrouve sur le web. Il y en a plusieurs modèles de disponibles, dont un qui a été préparé par le curateur public et qui est disponible à l'adresse que vous voyez à l'écran. Ce modèle-là particulièrement est intéressant parce que le curateur, évidemment, donne certains conseils généraux. Ce n'est pas des conseils d'avocat, je vous le dis, mais quand même, au niveau général, c'est quelque chose qui peut vous aider à rédiger votre mandat. Donc, le type de mandat devant deux témoins devrait être fait en dernier recours, mais ça vaut quand même mieux d'en faire un de cette façon-là, soi-même, que de ne pas en faire du tout. Est-ce que ça va toujours? OK. Donc, qu'est-ce que contient le mandat de protection? En fait, le mandat de protection va d'abord contenir les instructions nécessaires pour s'assurer la protection du mandat. Tout d'abord, on doit y inscrire qui on choisit comme mandataire. Il est possible de nommer plusieurs mandataires. Si on désigne plusieurs personnes, bien, une de ces personnes va être désignée pour s'occuper de la personne elle-même. C'est elle qui, par exemple, va s'assurer que le mandat vit dans un endroit approprié et qu'il est traité d'une manière appropriée. Une ou plusieurs personnes aussi vont pouvoir gérer les biens. Il est d'ailleurs possible de nommer une personne morale comme une société de fiducie pour s'occuper des biens de nos biens lorsqu'on fait un mandat. Si vous nommez plusieurs mandataires, c'est important de prévoir des situations où il y en a un des trois qui va pouvoir agir seul en cas d'urgence, par exemple. Il faut savoir aussi qu'une personne qui est nommée comme mandataire, elle n'est pas obligée d'accepter de le devenir. C'est pour ça que c'est important de vérifier avec elle, avant de la mettre sur notre mandat, qu'elle veut vraiment attribuer ses fonctions lorsque vous allez tomber en inaptitude. Il faut savoir qu'un mandataire aussi, il n'y a légalement aucun compte à rendre, contrairement par exemple à la tutelle ou à la curatelle. Donc, lors de l'homologation du mandat par un tribunal, après que le mandat ait été déclaré inapte, le tribunal ne pourra pas ajouter des conditions ou des règles au mandat qui a été rédigé. Ça signifie que, par mesure de sécurité, même si vous avez une entière confiance en la personne que vous nommez mandataire, il est plus prudent, en fait, de nommer dans le mandat une personne à qui le mandataire va devoir rendre des comptes à intervalles réguliers, par exemple une fois par année, comme les tutelles ou les mandataires, les curatelles. Dans le mandat de protection, on peut aussi décider de quelle façon le mandataire va administrer ses biens. Si rien n'est indiqué, le mandataire va avoir la simple administration des biens. Ça signifie qu'il va pouvoir agir uniquement dans le but de conserver et de maintenir la valeur des biens, sans plus. On peut aussi, dans le mandat, décider d'octroyer la pleine administration des biens. Dans ce cas, le mandataire devra s'assurer de faire fructifier vos biens, par exemple, en les vendant ou en les hypothéquant. Pour s'assurer que le mandataire ne se retrouve pas avec un type d'administration qui ne convient pas aux besoins du mandat, on peut aussi déterminer à quelles conditions la simple ou la pleine administration des biens serait sélectionnée. Par exemple, en cas d'inaptitude partielle ou temporaire, on peut prévoir une simple administration. Et pour une inaptitude totale ou permanente, à ce moment-là, ce serait une pleine administration des biens. On peut aussi choisir d'appliquer la pleine administration des biens, peu importe le degré d'inaptitude. Le mandat permet aussi d'indiquer au mandataire à qui reviendra la garde des enfants dans le cas du décès du mandat. Évidemment, ça, c'est si vous n'avez pas de testament. Les directives de fin de vie peuvent aussi y être prévues. Entre autres, les dons d'organes ou l'acharnement thérapeutique sont des choses que vous pouvez prévoir. Sinon, si vous n'avez pas, encore une fois, de testament, mais ça, je ne vous le conseille pas,
Mais si vous n'en avez pas de testament, à ce moment-là, la disposition du corps, les funérailles, toutes ces choses-là peuvent aussi être prévues dans le mandat d'inaptitude. Pas de questions? Donc, le mandat de protection versus la procuration. En fait, c'est deux mandats qui sont très différents l'un de l'autre. La procuration, par exemple, prend effet et prend fin au moment où le mandant le désire ou lorsqu'il devient légalement inapte. Alors que le mandat de protection, lui, il va prendre fin lorsque le mandat devient légalement inapte et perdure jusqu'à la fin de l'inaptitude. Autrement dit, pour avoir le mandat de protection, ça va prendre un jugement et pour y mettre fin, ça prend un jugement aussi. Donc, c'est beaucoup plus lourd qu'une procuration. La procuration aussi, elle ne vise que les biens. Contrairement au mandat de protection, on l'a vu tout à l'heure, on peut prévoir des choses pour la personne. Avec une procuration, le mandataire pourra donc effectuer seulement des actes comme payer les factures ou gérer un patrimoine, tout dépendant de ce que la procuration lui permet. Contrairement au mandat de protection, la procuration, elle ne nécessite aucune forme particulière, mais elle est clairement plus facile de prouver la procuration si elle a été rédigée par écrit. Donc, une procuration écrite doit contenir sa date de rédaction, le nom du mandant, celui du ou des mandataires, évidemment, une description détaillée des actes que peut poser le ou les mandataires. Et ça, c'est très important parce que si on fait une procuration at large, encore une fois, il peut y avoir des abus. Donc, faire attention, il faut bien préciser ce qu'on veut mettre dans notre procuration. C'est important aussi de mettre la date de début et de fin de la procuration s'il y en a une. Et évidemment, la procuration doit être signée. Des questions sur la procuration? Oui, Yolande. La question de Yolande, c'est est-ce que la personne qui a la procuration doit rendre des comptes à la famille? Non. La procuration, c'est vraiment un mandat de base et il n'y a pas de compte légalement à rendre à la famille. Donc, si vous voulez des comptes à rendre à ce moment-là, vous êtes mieux d'y aller avec un mandat de protection et d'inscrire en fait dans le mandat de protection, de prévoir en fait qu'il va y avoir justement des comptes à rendre, par exemple, une fois par année. Est-ce que ça répond, Yolande? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On dit non. Passons maintenant au régime de protection. Ania? Alors, je vais maintenant vous parler du régime de protection. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Alors, le régime de protection, il en existe trois, tout dépendant du degré d'inaptitude, du plus léger au plus contraignant. Nous avons tout d'abord le conseiller majeur, la tutelle et la curatelle. Le conseiller majeur est le régime le moins contraignant de tous les trois. Il concerne généralement les personnes atteintes d'une légère déficience intellectuelle ou qui ont une incapacité temporaire. La personne qui est protégée est en mesure de prendre soin de sa personne. Elle a parfois besoin d'aide pour certaines décisions, mais elle conserve son autonomie, l'exercice de ses droits civils et peut gérer son salaire. Le conseiller peut l'aider notamment dans la gestion de ses affaires, mais ne peut poser aucun acte juridique à la place de cette personne. Il ne peut pas l'obliger à suivre ses recommandations, ce n'est qu'un conseiller. Alors, la tutelle, quant à elle, est un régime flexible qui concerne les personnes dont l'inaptitude est partielle et ou temporaire. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, la tutelle, quant à elle, s'applique au bien ou à la personne ou encore aux deux à la fois. Le tuteur qui représente la personne inapte peut seulement, pour les actes décidés par le tribunal, agir. Pour ces actes, le tuteur a la simple administration des biens, ce qui signifie qu'il ne peut que conserver et maintenir leur valeur. La personne sous tutelle garde son autonomie pour tout ce qui n'est pas géré par le tuteur. Alors, le dernier régime de protection, qui est la curatelle, c'est le régime le plus lourd de conséquences. Il concerne les personnes qui ont une incapacité totale et permanente. Elle s'applique aux personnes et aux biens. Donc, sous ce régime, le curateur a la pleine administration des biens, ce qui signifie qu'il doit conserver et maintenir la valeur des biens, mais il a le droit de les faire fructifier. Il pourra notamment emprunter, vendre ou encore hypothéquer les biens de la personne inapte. Il peut même faire des placements. La personne sous curateur ne conserve presque aucune autonomie. Alors, je vais maintenant vous parler de l'ouverture du régime de protection. Donc, lorsqu'on croit que survient une inaptitude, celle-ci devra d'abord être conservée par des évaluations médicales et psychosociales. Il faut prendre rendez-vous avec son médecin de famille. Donc, ce qui permettra à la personne de se faire examiner et d'obtenir, s'il y a lieu, les rapports qui confirment son inaptitude et son besoin de protection.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez visiter le lien sur le site Internet du curateur public. Alors, une fois que les rapports du médecin ont été obtenus, s'il y a un mandat de protection, la personne désignée dans ce mandat pourra s'adresser à la Cour et demander l'ouverture du régime de protection. Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait. Alors, en l'absence de mandat, la personne qui est inapte, son conjoint, ses proches parents ou toute personne ayant un intérêt dans le mandat peut faire la demande. Une demande à la Cour étant plutôt complexe à réaliser, il est judicieux de faire appel à un avocat ou un notaire. Celle-ci devra être signifiée à la personne. Non, en fait, suite au dépôt de la demande par l'avocat ou le notaire, la demande devra être signifiée à la personne inapte, son conjoint, ses parents ou encore ses enfants ou autres proches, et également au curateur public. Un greffier ou un notaire accrédité interrogera par la suite la personne inapte pour recueillir son avis et confirmer son état d'inaptitude. Il y aura ensuite une assemblée de parents, d'amis, d'alliés qui sera convoquée pour discuter du régime à mettre en place. Et sur les personnes qui pourront constituer le conseil de tutelle. Alors, lorsque le juge ou le greffier entendra la cause, s'il y a un mandat de protection, il doit d'abord s'assurer de sa validité. Si le mandat est valide mais pas suffisant, il pourra être complété par une tutelle ou une curatelle. Pour rendre sa décision à l'égard de l'inaptitude du régime à appliquer, le juge prendra en compte les rapports médicaux et psychosociaux établis par le médecin, la capacité de la personne, l'avis de l'assemblée des parents, d'alliés ou d'amis, puis également les volontés de ces derniers qui sont exprimées dans le mandat de protection, s'il y en a un. Lorsqu'un jugement confirme l'inaptitude et le régime de protection applicable qui sera rendu, il demeurera en vigueur tant que l'inaptitude perdurera et qu'un jugement ne viendra pas l'infirmer. Alors, je vais maintenant vous parler d'autres solutions alternatives au régime de protection. L'ouverture du régime de protection est lourde de conséquences pour la personne inapte. Certains ou tous ses droits civils seront exercés par une autre personne. Donc, il est important de vérifier si d'autres solutions sont envisageables, surtout si la personne est bien entourée de sa famille, de ses proches ou de ses amis. Et également, s'il n'y a pas de risque d'abus ou que cette dernière possède peu de biens et qui sont faciles à gérer. Par exemple, un membre de la famille peut prendre en charge la personne en perte d'autonomie. Une procuration peut pallier temporairement à cette perte d'autonomie et même retarder l'instauration du régime de protection. Dans de telles circonstances, il est essentiel de donner la procuration à une personne de confiance et il est important d'informer tous ses proches de l'existence de cette procuration pour qu'ils soient en mesure d'agir rapidement s'il y a un problème qui survient comme un abus, des violences ou autre. On n'est jamais assez prudent. J'ai fait un petit signe à Lia tantôt parce qu'il y avait une question. Donc, Yolande, vas-y, tu peux poser ta question. Attends, mon micro, est-ce que tu m'entends là? Oui, je t'entends. Mieux. Bon, ben, en fait, nous, on l'écoute en groupe. Alors, c'est François qui a une question. En cas d'une personne qui a un problème d'Alzheimer ou qui a des problèmes cognitifs ou autre chose, si elle refuse de faire son test, en fait, pour l'amener chez le médecin, s'il refuse à mesure que est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à... Quels sont les critères qui peuvent nous permettre de dire on va l'amener de force devant le juge ou devant pour qu'elle puisse dire oui, elle est invalide ou elle n'est pas en mesure de prendre en charge de ses propres besoins. Et ça, ce sera suite à l'évaluation du médecin. Quand le médecin établira que cette personne n'est pas apte à prendre ses propres décisions, ensuite les amis et les proches pourront aller à la cour pour pouvoir demander le régime de protection. Mais est-ce qu'on peut forcer, c'est-à-dire quels sont les moyens des gens autour de forcer quelqu'un à aller chez le médecin? Bien, de le forcer la personne à aller chez le médecin, on ne peut pas vraiment la forcer à aller chez le médecin. Ce qui va arriver souvent dans les cas où les gens ne veulent pas aller parce que c'est des expertises, l'expertise psychosociale puis médicale. Là. Les gens ne voudront pas y aller nécessairement, c'est vrai, mais souvent, ces personnes-là, c'est des personnes âgées, vont avoir des rendez-vous réguliers avec les médecins. Et lorsque le médecin, à ce moment-là, va avoir des doutes, c'est à ce moment-là que les expertises vont être faites. Le médecin va en parler puis va tenter de convaincre la personne. C'est sûr que vous ne pouvez pas prendre la personne, la kidnapper si vous voulez, puis l'amener à l'hôpital pour lui faire faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Là. On peut juste pas. Là.
Mais pour faire du pouce sur ta réponse, peut-être que ce n'est pas le temps. Tu me le diras si ce n'est pas le moment, puis qu'on le fera après. Tu sais, la personne, mettons, est en résidence personne semi-autonome. Est-ce que quand elle a un mandat, elle devient non autonome? Non, ça prend un jugement. Ça prend absolument un jugement, puis pour avoir le jugement, ça prend les deux expertises, une expertise psychosociale et une expertise médicale. Avec ces deux expertises-là, là, on peut aller à la cour et faire homologuer. En fait, on le fait reconnaître comme inapte et par la suite faire homologuer le mandat d'inaptitude. Parce que si en contrepartie, la personne devient non autonome et qu'elle passe à résidence, c'est pas plus intéressant non plus. C'est que, dans le cas, moi, c'est ma mère, là, elle n'est pas capable de gérer ces choses. Il faudrait que le mandat soit actif, mais elle est capable d'habiter là où elle est. C'est là. C'est un coup à deux tranchants? Oh, excuse. C'est exactement pour ça qu'on a parlé d'autres solutions tout à l'heure. Lorsque la famille est proche, à ce moment-là, tu sais, dans la famille, des fois, ils peuvent écoute, des fois, là, il y a des gens, justement, qui sont atteints de maladie puis qui devraient être inaptes, mais ils ne sont jamais déclarés au niveau du tribunal inaptes. Pour la raison pour laquelle c'est jamais fait, en fait, c'est que la famille proche, la personne est bien entourée. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ses biens. La famille, les enfants, ils vont s'occuper de ses biens, ils vont s'occuper de sa personne, vont s'assurer que ça va bien. Même parfois, il y a des gens qui vont prendre leurs parents chez eux pour s'en occuper. Fait qu'à ce moment-là, ils vont se débrouiller avec une procuration, puis ça va être correct pendant un sacré bout de temps, là. Mais là, des fois, il y a des situations où les gens sont tout seuls, les gens subissent des abus, toutes sortes de situations dans ce genre-là, où là, il va falloir un mandat d'inaptitude, puis il va falloir faire déclarer l'inaptitude de la personne, surtout si elle est en danger. Mais s'il est en danger, là, il y a des gens qui vont intervenir. Là. Comme je vous dis, ça, le médecin ou la famille proche ou même la personne va aller consulter pour un rhume, puis là, elle va se ramasser. C'est là que ça va s'enclencher. Là. OK. Merci. J'exagère peut-être pour un rhume, là, mais bon, elle consulte le médecin pour peu importe la raison, mais si le médecin s'aperçoit que la personne n'est pas toute là ou elle s'est brûlée, mettons, je ne sais pas, ça c'est un cas que j'ai eu d'ailleurs. C'est une personne âgée, un monsieur âgé qui s'était brûlé la main en cuisinant. Fait que là, le médecin lui a proposé l'aide de préposé aux bénéficiaires, puis elle s'est mise à aller là 2 fois par semaine. Puis là, elle s'est aperçue, elle, qui était plus capable de se faire à manger, puis le monsieur était tout seul, pas de famille. Ce qui est arrivé, c'est que ça s'est enclenché. Là. Le médecin a fait une plainte, ils ont fait une enquête, puis ça a fini par un mandat d'inaptitude, là, puis le monsieur a été placé. Là. C'est sûr que, bon, mais c'est des choses qui arrivent. Là. C'est de cette façon-là, à ce moment-là, que les régimes vont pouvoir être enclenchés. Là. Ça répond-tu? Oui, merci. Bon, super. On est fini avec celle-là, je crois. Oui. Bon, OK, bon, on a déjà fini. Donc, je suis rendue aux conclusions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe aux conclusions? Au tout début, là. Oui, j'entends. Lorsque dans un mandat, lorsqu'on donne 2 personnes, je reviens au début de la présentation, lorsqu'on a nommé 2 personnes pour le mandat, en soi, si ce n'est pas marqué qu'il faut qu'ils soient conjoints, est-ce que le juge considère que c'est conjointement par défaut, si ce n'est pas mentionné? Oui, en fait, si vous sélectionnez, par exemple, 2 personnes au bien, 2 personnes pour gérer les biens, parce qu'un mandataire pour la personne, habituellement, ça va être une personne, ce ne sera pas 2. Mais mettons 2 personnes pour les biens, à ce moment-là, oui, effectivement, c'est conjointement. Puis c'est pour ça que j'ai ajouté par la suite là, que s'il y a certains actes, comme les actes urgents qui doivent être faits par une seule personne, à ce moment-là, de le prévoir, parce que sinon, ça va prendre l'aval, ça va prendre l'accord des 2 personnes pour faire tous les actes. Puis à ce moment-là, en cas d'urgence ou en cas là, j'ai pas d'idée qui me vient, là, mais en cas d'urgence, ça pourrait poser problème. Donc, c'est pour ça que c'est important que si jamais il y a 2 mandataires au bien, par exemple, peut-être en nommer un principal ou par la suite rajouter une phrase, finalement, je nomme ces 2 personnes-là comme, par exemple, comme mandataire à mes biens. Si jamais, en cas d'urgence, une décision doit être prise rapidement, c'est telle personne qui va prendre la décision sans l'accord de l'autre. Tu sais, c'est quelque chose, là, c'est sûr que c'est pas bien phrasé, mais c'est le genre de clause qu'on pourrait rajouter au mandat pour s'assurer qu'en cas d'urgence, un des 2 pourrait prendre la décision. Là. Ça va? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais c'est sûr que là, avec le COVID-19, ça devient c'est de la nouvelle jurisprudence, on va dire. Mais est-ce qu'actuellement, comment dire ça,
est-ce qu'il y a un organisme externe peut dire non, même si on est mandat, on a un mandat, donc on ne puisse pas avoir accès à la personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous être refusées par une instance supérieure, je veux dire, comme on a eu présentement ces 3 derniers mois. Qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est le gouvernement qui l'emporte sur tout ce que les gens font? Dans le fond, c'est d'avoir accès à la personne, d'aller la voir pour s'assurer qu'elle va bien, c'est ce que je comprends? Oui, parce qu'en fait, si je m'occupe d'une personne que je suis son mandat, mais si on me dit je ne peux pas aller la voir parce que c'est le COVID-19, est-ce qu'on peut. Il faut-tu alors le juge pour dire moi, j'ai besoin d'aller le voir parce qu'il est inapte? Ou bien le gouvernement dit regarde, vous ne pouvez pas y aller, just too bad, vous l'irez à voir plus tard, vous ferez passer par un intermédiaire, quoi. Mais ça, c'est dans le cas, c'est une décision à prendre pour la personne. Oui. Oui, bon. Là, je vais vous répondre sous toute réserve parce qu'il n'y a pas de jugement à ma connaissance là-dessus, mais moi, je pense que la loi sanitaire va avoir priorité. Oui, parce que c'est une question de vie ou de mort, là. Si vous avez une décision à prendre pour la personne, puis vous voulez la consulter, par exemple, pour avoir son avis, mais vous pouvez toujours l'appeler ou ces temps-ci, les visioconférences sont bien populaires. Donc, c'est des façons où vous allez pouvoir la contacter. Ils ne pourront pas vous empêcher de parler au téléphone, ça, d'après moi, c'est clair. Là. Mais là, c'est sûr que si elle est sourde et elle est muette, par exemple, on se ramasse peut-être de communiquer par signe, par vidéoconférence, là, je ne sais pas. Mais il y a sûrement des façons à ce moment-là de contacter la personne sans la voir en live, là. Mais c'est sûr que pour moi, oui, la crise sanitaire, malheureusement, là, elle a priorité sur les mandats d'inaptitude là, pour aller voir la personne. Là. Mais comme je vous dis, il y a toujours d'autres moyens de communiquer. Là. Il y a les vidéoconférences, il y a les téléphones, il y a une limite, les textos. Là. Donc, moi, je pense que c'est ça. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bon, mais écoutez, lors de cette formation, nous avons vu ce qu'est d'abord l'inaptitude, le mandat de protection. On a vu aussi la procuration. Nous avons vu les différents régimes de protection avec ANIA qui existent au Québec et comment aussi on fait l'ouverture d'un tel régime. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'ouverture d'un régime de protection est lourde de conséquences. Si là, maintenant, vous devenez inapte, vous préféreriez choisir qui va s'occuper de vous et de vos biens. Dans ce cas, n'hésitez pas et faites-le. Soyez plus prudent, soyez judicieux, faites-vous un mandat d'inaptitude. Si ça ne vous dérange pas de payer, si vous voulez être vraiment protégé au top, là, vous investirez alors dans un mandat de protection notarié qui est le plus sûr des 2 sortes de mandats, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, si vous ne voulez pas payer ou si vous voulez payer le moins possible, à ce moment-là, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez rédiger le mandat de protection devant 2 témoins, dont vous avez des modèles disponibles sur le web et à ce moment-là, il n'y a aucun frais. Mais attention, par exemple, pour ce mandat-là, aux oublis et aux ambiguïtés. Si vous voulez la tranquillité d'esprit malgré un mandat de protection devant 2 témoins, vous pouvez me le confier, votre mandat, et si vous avez un jour besoin, mais vous serez assuré à ce moment-là de le retrouver, qui sera retrouvé en fait par vos proches parce qu'il va être ici dans ma voûte. Donc, en terminant, n'hésitez pas à vous inscrire à mon infolette pour recevoir des conseils et être informé des prochaines formations en ligne qui vont paraître. Et pour vous inscrire, vous n'avez en fait qu'à visiter mon site web qui est présent là à la diapositive qu'on voit à l'écran. Si vous aimez aussi, si vous avez aimé notre formation, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, ou si vous avez des sujets aussi de formation que vous aimeriez suivre éventuellement, simplement nous contacter, soit par téléphone, mon numéro de téléphone est aussi à l'écran, ou par courriel, c'est peut-être un petit peu plus facile à ce moment-là par courriel, ou vous pouvez aussi visiter en fait la page contact de mon site web pour ce genre de commentaires-là. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer ça ici. Mais nous, Ania et moi, on reste en ligne là, quelques minutes pour s'assurer qu'il n'y a pas de questions de votre part. Moi, j'en ai une petite. Vas-y, Alain. Si jamais, mettons, on confie à toi ou à un notaire nos papiers, mais que là, le petit enfant, lui, quand ça fait 15 ans que tu les as faites, il ne sait pas où aller. Bon, c'est sûr qu'il y a la chambre des notaires pour retrouver des papiers. Mais pour un avocat, on passe par où?
Pour les testaments, c'est plus simple. Ils sont obligés de faire une recherche testamentaire et la recherche testamentaire prévoit l'obligation d'aller chercher, de faire la recherche, en fait, au niveau du barreau et au niveau de la Chambre des notaires. Fait que ça ne pose pas de problème, mais effectivement, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il était judicieux, en fait, de confier une copie au mandataire et d'avertir la famille où est-ce que le mandat est caché à la maison ou s'il est dans les mains d'avocat, bien, donner le nom de l'avocat à ce moment-là. Vous avez besoin juste du nom parce qu'on peut être retrouvé facilement au niveau du barreau, là. Parce que là, tu sais, le testament, je comprends, là, c'est après le décès, bien souvent, mais le mandat, lui, c'est la même chose? Bien, c'est comme je vous dis, là, dans le fond, c'est d'aviser vos proches, là, de dire, bien, moi, j'ai un mandat d'inaptitude, il est caché en dessous de mon matelas en dessous de mon matelas dans mon lit dans ma chambre, là. Puis, by the way, je l'ai confié à un avocat, il s'appelle Mélanie Asselin, super fine, tu vas voir, super bonne. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ben tu l'appelles puis elle va te donner mon mandat d'inaptitude de protection. Avant, ça s'appelait mandat d'inaptitude. Mais il faut informer la famille parce que c'est sûr que si personne ne le sait puis que vous tombez inapte, ben là, à ce moment-là, ça se pourrait qu'une curatelle ou une tutelle soit émise parce qu'ils n'ont pas retrouvé votre mandat. Mm-hmm. C'est pour ça que, c'est sûr, comme les testaments, il y a une obligation de recherche, donc ça, on ne se pose pas de questions. Mais au niveau du mandat, il n'y a pas cette obligation de recherche-là. C'est pour ça que c'est important d'aviser les proches puis d'en laisser une copie parce qu'habituellement, écoutez, de vous à moi, là, on va nommer un mandataire, une personne qui nous est proche, qui nous connaît. Fait que ce mandataire-là, s'il y a un mandat d'inaptitude entre les mains puis qu'il voit que vous devenez inapte, mais c'est probablement lui qui va faire la demande. Moi, par exemple, c'est mon fils, là. Oui. Je vais tomber inapte, ben, il l'a entre les mains, puis il sait que je l'ai mis au barreau aussi. Oui. Cordonnier pas pire chaussé. Mais non, c'est ça. Fait que c'est mon fils, il me connaît, j'ai un lien avec lui, je le vois régulièrement. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, ben il sait il est où mon mandat d'inaptitude chez nous, puis il sait qu'il est dans ma voûte, là. Puis c'est pas parce que je suis avocate, n'importe qui, si il nomme un de ses enfants, par exemple, ça peut être un frère ou une sœur aussi qui est un peu plus jeune. Mais il faut que la personne soit proche, il faut qu'elle soit de confiance. Là. Un peu inconnue, on nomme pas ça comme mandataire. Là. Non. Mais c'est fait nos papiers quand même, c'est juste parce que je me disais, tu sais, les petites têtes écervelées, là, après quelques années, peut-être, qui se posent la question, c'était où donc déjà qu'elle m'avait dit que... Bien, peut-être laisser une note à quelque part, je ne sais pas. Ma grand-mère, là, sa liste de médicaments, je la vois, là. Les médicaments sont frigidaire, ben, à côté, marqué mon mandat d'aptitude est en dessous de mon matelas dans mon lit. Mais non, j'exagère, là, mais... Ou bien tu nous proposes de l'encadrer. Mais... vous pouvez l'encadrer dans votre salon, certainement. Mais c'est ça, non, c'est important que la famille le sache, puis ce genre d'informations-là, bien souvent, les gens vont s'en souvenir, là. Puis c'est bon aussi de faire des mises à jour. Ça, je ne l'ai pas dit dans la formation, mais c'est bon de mettre des mises à jour parce que nous autres, en tout cas, moi et mon conjoint, on a fait notre mise à jour de mandat d'inaptitude. Ça faisait 12 ans qu'on n'y avait pas touché, puis il y avait des choses qui n'étaient plus à date, là. Donc, de temps en temps, là, on les consulte, puis on s'assure que tout est correct. Et puis, justement, quand on les consulte, qu'on s'assure que tout est correct, on fait des rappels. Hey, tu le sais, mon mandat, c'est toi qui l'as, toujours d'accord? Oui, parfait, excellent. Puis, on dit aux proches, vous vous souvenez, mon mandat, il est à telle place. C'est plate comme conversation, je le sais. Mais il faut le faire. Si on veut se protéger, il faut le faire, de temps en temps. Je ne dis pas de faire ça toute la semaine, là. Mais la correction, là, Mélanie, tu sais, c'est un peu comme tu dis, moi, là, aujourd'hui, je voudrais me faire enterrer, incinérer, blablabla. Mais tu changes d'idée dans 10 ans, tu peux mettre juste un sticker sur tes papiers parce qu'il n'est pas écrit dedans. OK? Moi, je ne mettrais pas un sticker. Sticker, c'est une lettre là, que tu ajoutes, que tu broches après, puis ça, c'est valide. Oui, effectivement, il faut qu'il soit signé, il faut qu'il y ait une date, c'est bien important. Puis, idéalement, on rature. Là. Ce qu'on ne veut plus, là, on le rature sur le document, puis après ça, oui, effectivement, on fait une nouvelle lettre ou une nouvelle clause, puis on peut la mettre directement sur le papier. Mais, puis d'ailleurs, je l'ai dit lors de ma formation sur les testaments, si vous voulez aller la voir, d'ailleurs, elle est sur mon site Internet, là, je fais un peu de pub. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. On peut écrire directement sur le document. On rature, puis on fait nos corrections, mais de faire attention parce que si on rature la moitié du mandat ou la moitié du testament, bien, le juge pourrait avoir des doutes sur la validité du document. OK, parce que là... Fait que faire attention, attends un petit peu, Yolande. Si jamais vous faites trop de ratures, à ce moment-là, vous êtes aussi bien de recommencer d'en faire un nouveau. OK. Parce que là, comme il est chez le notaire, si moi je fais des ratures dessus, bien, le notaire, il ne le sait pas, lui. De toute façon, il faut que je retourne. Effectivement. Ben, en fait, non. Vous n'êtes pas obligé de retourner. Là, on parle-tu d'un mandat ou d'un testament?
Là, j'ai un mandat, puis j'ai un testament, j'ai tous mes papiers. OK. Mais, Ben, en fait, non, vous n'avez pas besoin de retourner techniquement chez le notaire parce que, bon, là, c'est sûr que c'est des frais, mais vous pouvez en faire un devant témoin puis de préciser, en fait, que tout ce qui n'est pas concordant avec votre nouveau testament ou votre nouveau mandat d'inaptitude doit être considéré comme nul et non avenu. C'est sûr que si vous voulez la sécurité d'esprit, le top, surtout si vous en avez un notarié, vous pouvez retourner voir le notaire, mais c'est des frais, comme je vous disais. Mais sinon, vous pouvez le faire, puis vous vous assurez encore une fois que les proches savent que vous en avez un plus récent. Au niveau du testament, encore une fois, ça ne posera pas de problème s'il est retrouvé. S'il n'est pas retrouvé, c'est sûr que là, ça va être l'autre qui va être priorisé, mais s'il est retrouvé à ce moment-là, le plus récent va toujours prioriser. OK. Voilà. Bien, merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Puis, comme je vous dis, je vous invite, là, mon infolettre, j'ai des formations à venir dans les prochaines semaines. On ne sait pas quand encore, mais il devrait être intéressant elle aussi, là. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci de votre participation. Merci.